Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, considérons maintenant un matériau ferromagnétique. Donc, il est composé d'ions magnétiques qui sont placés dans un réseau et ils subissent l'influence du champ cristallin. Mais le réseau n'est pas isotrope, il a des orientations privilégiées, ce qui influence la structure du champ cristallin. Et donc, l'aimantation des ions va dépendre de l'influence du champ cristallin et le magnétisme de chaque ion va être orienté selon certaines directions privilégiées qu'on appelle des directions d'aimantation faciles. Prenons par exemple un réseau cubique. On a deux exemples, le nickel et le fer, qui tous les deux sont cristallisés dans le réseau sous forme d'un réseau cubique. Si on trace en fonction du champ magnétique appliqué l'aimantation et qu'on la mesure selon certaines directions, on obtient par exemple pour le nickel une courbe comme ceci pour l'orientation 0, 0, 0. Alors cette numérotation, pour l'orientation 1, 1, 1. Cette numérotation, c'est celle qui est basée sur le réseau cristallin réciproque. C'est une numérotation conventionnelle en cristallographie. Elle permet de repérer les directions des diagonales, des plans, des arêtes du cristal. Si on la mesure selon une autre direction notée 1, 1, 0, on obtient ceci. Et si on prend la direction 1, 0, 0, on obtient ceci. Donc on voit que l'aimantation est plus forte, plus rapide pour l'orientation 1, 1, 1. De même pour le fer, on obtient une courbe d'aimantation forte pour l'orientation 1, 0, 0 et une aimantation plus faible pour l'orientation 1, 1, 0 et comme ceci pour l'orientation 1, 1, 1. Donc cette fois-ci, c'est l'orientation 1, 0, 0 qui est privilégiée. En fait, l'orientation 1, 1 correspond aux diagonales des cubes et l'orientation 1, 0, 0 correspond à une arête du cube dans la structure cristalline. Pour tenir compte de l'anisotropie due au réseau cristallin, on peut ajouter des termes à l'énergie libre. Donc, on prend une aimantation avec une certaine direction. On utilise pour cela les cosinus directeurs. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails ici. Trois angles qui permettent de repérer la direction de l'aimantation. Et on a un terme FA astérisque, A pour anisotropie, qui peut s'écrire comme B', un certain coefficient, fois M exposant 4, plus éventuellement des termes d'ordre supérieur, fois une fonction de ces angles de l'aimantation. Il s'avère que c'est seulement à partir du terme exposant 4 et il n'y a qu'une fonction possible pour l'orientation. Ceci est dû à des considérations de symétrie qui restreignent fortement les possibilités, heureusement. À partir de là, on peut faire les calculs et calculer l'énergie qui correspond aux directions 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. On trouve que F star A est égal à 0 dans ce cas-là, qu'il est égal à K1 sur 4 dans ce cas-là, et à K1 sur 3 dans ce cas-là. K1 étant égal à B' fois M exposant 4 sur 2. Donc on voit qu'elle augmente dans cette direction-là, du moins si K1 est positif.
l'énergie a toujours tendance à être minimisée dans un système physique, l'excès d'énergie étant libéré. Et donc, si K1 est positif, le système a tendance à se mettre dans cette configuration-là, comme pour le fer. Et pour le K1 négatif, elle diminue au contraire dans cette direction-là, et a donc tendance à se mettre dans cette configuration, comme pour le nickel. On peut mesurer cette énergie par diverses expériences. On trouve que pour le fer, on a 5 fois 10 exposant 4 joules par mètre cube pour l'énergie d'anisotropie. Et donc, on constate que elle est positive et donc on obtient bien cette configuration-là. Et de même, pour le nickel, on trouve moins 5, 10 exposant 3 joules par mètre cube. Donc une valeur négative, et donc cette configuration-là. On retrouve donc bien les résultats expérimentaux. L'expérience montre aussi que plus la température, que ces coefficients dépendent de la température, et ils sont plus élevés pour des basses températures. Proche du zéro absolu, l'anisotropie est la plus forte. Et à température plus grande, cette anisotropie diminue, et le terme supplémentaire tend vers zéro quand la température atteint la température critique. Ce qui est cohérent avec ce que nous avons vu sur l'invariance d'échelle. Quand on atteint la température critique, les spins sont orientés dans tous les sens. Il y a une structure fractale, c'est-à-dire invariante d'échelle, et il n'y a plus d'orientation. Et on avait vu aussi que les coefficients, les exposants critiques ne dépendaient pas du réseau. En fait, les orientations sont aléatoires, arrivées à la température critique, et ne dépendent plus de la structure du réseau. Et donc, il n'y a plus d'anisotropie. Voilà pour l'anisotropie. Alors, on constate, ça j'en ai parlé dans la dernière vidéo, que l'aimantation d'une substance ferromagnétique, en général, sauf si on aimante la substance, elle est assez faible. Un morceau de fer est généralement non magnétique. Pourtant, il est en dessous de la température de Curie et il devrait avoir une aimantation spontanée. D'une manière générale, à une température donnée, inférieure à la température critique, on constate que l'aimantation d'une substance ferromagnétique est toujours plus petite que l'aimantation maximale qui serait due à l'aimantation spontanée. En 1907, Weiss a interprété ça par l'existence de domaines, c'est-à-dire de domaines dans la substance. Donc on a une substance, et il y a différents domaines dans lesquels une aimantation spontanée apparaît. Les aimants sont tous orientés, et ils sont orientés différemment dans les différentes directions, dans les différents domaines. Ce qui fait qu'en moyenne, l'aimantation est nulle, ou du moins plus faible. C'est ce qu'on appelle les domaines de Weiss. Ce phénomène d'aimantation de différents domaines est un phénomène normal des transitions de phase, qu'on observe aussi avec les transitions de phase du premier ordre. Quand vous avez de l'eau et que vous la congelez, des cristaux de glace se forment en différents endroits. Lorsqu'on atteint 0 degré, des cristaux apparaissent, ils n'apparaissent pas en un seul point, ils apparaissent à certains endroits, en général là où il y a des défauts dans les parois de verre, si c'est dans un récipient, où il y a des impuretés. De même, dans un cristal, il y a des défauts cristallins, et les spins vont quand on atteint la température de Curie, en baissant la température, les spins vont commencer à s'orienter spontanément, mais ils n'ont pas de raison, pour des endroits éloignés, de le faire dans la même direction. Ils vont le faire dans des directions opposées, et en quelque sorte cristallisées, comme la glace, et former des domaines avec des orientations différentes. Cette structure de domaine a été confirmée peu après par Bitter avec la technique des poudres magnétiques. Nous allons en reparler un petit peu. Alors, Landau et Lifshitz, en 1935, ont montré que ce phénomène était aussi une conséquence normale due à l'existence d'un champ magnétique
extérieur au matériau. Alors pourquoi? Prenons un matériau ferromagnétique avec une aimantation globale dans tout le matériau. C'est alors un aimant et il produit un champ magnétique extérieur qui peut être plus ou moins intense. Et ce champ magnétique extérieur possède une énergie magnétique intrinsèque qui est stockée dans ce champ magnétique. Et il faut tenir compte de l'existence de cette énergie qu'il faut fournir à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Si on a deux domaines avec des orientations opposées, à ce moment-là, on a aussi un champ magnétique extérieur, mais beaucoup plus faible. L'essentiel du champ magnétique se refermant immédiatement d'un domaine à l'autre, comme deux aimants que l'on colle l'un contre l'autre. L'énergie du champ magnétique extérieur est donc nettement plus faible. Et dans le cas où il y a beaucoup de domaines, avec 4 domaines qui forment un cercle, le champ magnétique peut boucler à l'intérieur du matériau et il n'y a même plus aucun champ magnétique externe. Donc, comme le système a tendance à diminuer son énergie, il se forme spontanément des domaines qui diminuent le champ magnétique externe et donc l'énergie totale. Notons que la structure des domaines est souvent beaucoup plus complexe qu'une belle structure régulière comme celle-là, simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a des défauts dans le cristal. Il peut y avoir des plans qui sont des plans cristallins qui s'interrompent, qui se divisent en deux, et il y a aussi une structure polycristalline. La plupart des cristaux, c'est le cas de tous les métaux, sont formés de nombreux petits cristaux, collés les uns aux autres, chaque petit cristal étant orienté différemment. Donc il n'y a pas d'orientation, d'aimantation facile pour l'ensemble du matériau. Les orientations faciles varient d'un domaine à l'autre, d'un polycristal à l'autre. Et donc, cela favorise la formation de tels domaines qui, en plus, ont une structure plus ou moins complexe selon la structure cristalline plus ou moins complexe du matériau. La zone qui sépare deux domaines est appelée une paroi de bloc. Celle-ci implique deux formes d'énergie. Au sein de cette paroi, si on a deux aimantations différentes de chaque côté, au sein de cette paroi, l'aimantation des atomes va tourner progressivement, on va dire comme ça, tourner progressivement pour arriver à l'autre orientation. Et ceci implique deux formes d'énergie. D'abord, pendant cette rotation d'un point à l'autre dans le cristal, les aimants ne sont plus orientés selon les directions d'aimantation faciles. On a donc une énergie d'anisotropie qui correspond à cette modification. Et évidemment, cette énergie sera d'autant plus faible que le changement est rapide. Et donc, si la paroi est infiniment mince, cette énergie d'anisotropie est nulle. Mais on a aussi une énergie d'échange, due au fait que les orientations sont différentes. Ce qui implique une certaine énergie qui est normalement minimale quand les spins sont dans le même sens. C'est pour ça que c'est un ferromagnétique, qui a une aimantation spontanée. Quand cette aimantation n'est pas la même, on a une énergie plus grande, due à l'énergie d'échange. Et là, à l'inverse, c'est si la paroi est très épaisse et les spins, les aimantations éloignées, que cette énergie sera la plus faible. Il y a donc une énergie totale, la somme des deux, et un compromis. Alors on peut faire un petit calcul sur ces deux formes d'énergie, et on constate qu'il y a un équilibre qui se forme pour une paroi qui est typiquement de l'épaisseur d'une centaine d'atomes, environ une centaine d'angström. Cette taille des parois empêche aussi l'existence de domaines très petits, parce que ces parois coûtent en énergie, et donc quand il y en a beaucoup, ça coûte de l'énergie. C'est de l'énergie supplémentaire.
Et donc, ce qu'on gagne en perdant le champ externe, on le perd avec ses parois. Et donc, là aussi, il y a un équilibre qui se forme avec des structures qui sont de l'ordre des domaines qui sont typiquement de l'ordre du micron, du millième de millimètre. En surface, ces domaines affleurent sur la surface du matériau, et donc on a une zone particulière à la surface du matériau entre deux domaines, là où la paroi de bloc atteint la surface. Dans ce domaine, la paroi de bloc, on a un changement d'orientation du spin et donc un gradient de champ magnétique. On peut utiliser, donc ça c'est la méthode de Bitter, on peut utiliser une poudre magnétique. Alors, en utilisant une poudre magnétique avec des grains extrêmement fins, très petits, on s'assure ainsi que ces grains sont constitués d'un seul domaine. Typiquement des grains de l'ordre du micron, du millième de millimètre, très très fins. Bitter a ainsi montré qu'un ferromagnétique, sous forme d'une poudre extrêmement fine, les grains étaient spontanément aimantés, montrant qu'ils étaient constitués d'un ou au pire deux domaines. En les plaçant sur la surface, ils sont influencés par le gradient magnétique et la poudre se dispose typiquement le long de ces parois de bloc, ce qui permet de les visualiser. Et c'est ce qu'avait fait Bitter. Que se passe-t-il maintenant quand on applique un champ magnétique à une telle structure? Donc prenons un matériau qui serait composé de 4 domaines, formant un cercle. Aimantation totale, nulle. Appliquons maintenant un champ magnétique verticalement. Au début, ce champ magnétique va favoriser les aimants orientés dans le même sens. Et au contraire, défavoriser ceux dans l'autre sens. Ce qui va provoquer un déplacement de la paroi de bloc. On a donc un rétrécissement des domaines mal orientés et une augmentation des domaines bien orientés. Donc cette transformation est réversible. Il s'agit d'un déplacement des zones où les spins sont plus ou moins bien orientés. Ça se fait progressivement et c'est réversible. L'aimantation maintenant de ce domaine-là est favorisée et donc il y a une aimantation globale du matériau qui apparaît. Le matériau est aimanté. Si on coupait le champ magnétique à ce moment-là, la transformation étant réversible, l'aimantation aurait tendance à disparaître. Si on augmente encore le champ magnétique, ces domaines-là disparaissent totalement, et les spins ayant tendance à prendre les orientations d'aimantation facile, il y a un renversement du sens des spins qui se produit. Ils prennent leur orientation facile pour ce cristal. Ce changement est brutal et donc typiquement irréversible. Une fois que ça a basculé, c'est un domaine comme un autre avec un spin orienté différemment. Et donc le changement est typiquement irréversible. Il n'y a pas de raison de revenir spontanément à une autre orientation dans le domaine. Ce caractère irréversible provoque un dégagement d'énergie et même des effets sonores. Alors, inutile d'autant que l'oreille, il faut les amplifier. L'effet est trop faible pour les entendre. Ce sont peut-être avec des matériaux extrêmement volumineux, des champs magnétiques extrêmement intenses. On pourrait alors entendre des craquements. Mais pour des petits aimants, n'espérez pas entendre quoi que ce soit. Il faut amplifier. Et les effets sonores, les craquements qui s'entendent alors en amplifiant le son, s'appellent effet Barkhausen. Si on amplifie encore le champ magnétique, les spins s'orientent alors dans le sens du champ magnétique. Cette fois-ci, ils ne suivent plus la direction d'aimantation facile. L'énergie d'interaction est suffisante pour les forcer à s'aligner, ce qui augmente l'aimantation. Le phénomène est également réversible et
on arrive ainsi à saturation quand tous les spins sont alignés. Alors traçons un graphique avec le champ magnétique appliqué, B, et l'aimantation. Donc on part de 0, l'aimantation augmente, et puis arrive à saturation. Diminuons maintenant le champ magnétique. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu une transformation irréversible, ici, avec une aimantation globale. Donc, l'aimantation diminue, on passe de là à là, les spins sont moins bien alignés, mais il reste cet alignement-là. Et même quand le champ magnétique est coupé, il reste une aimantation résiduelle appelée aimantation rémanente. Nous avons fabriqué un aimant. On peut encore diminuer le champ magnétique, c'est-à-dire l'inverser, le camp négatif, jusqu'à atteindre 0. Plus d'aimantation. Donc là, on force les alimentations à rebasculer dans l'autre sens. Et ce basculement à 0 se produit pour un champ magnétique noté HC, qui est le appelé champ coercitif. Si on diminue encore le champ magnétique, c'est-à-dire si on rend sa valeur encore plus négative, on obtient le même phénomène qu'ici. On arrive à saturation. Et de même, si on reparcourt dans l'autre sens, en réaugmentant le champ magnétique, on réobtient à nouveau une boucle comme celle-là. Cette boucle, dans le graphique, est appelée un hystérésis. C'est une expérience assez classique en laboratoire, même pour les étudiants, j'ai pratiqué ça à l'université, de visualiser cet hystérésis sur un écran d'oscilloscope, avec un matériau, une bobine magnétique et un petit dispositif électronique, et on branche l'oscilloscope dessus et on observe ce cycle. Notons que la surface de l'hystérésis est due, le fait qu'il est plus ou moins large, est dû au caractère irréversible de cette transformation. Et on montre facilement que, ici on utilise le champ magnétique H, par l'induction, on montre facilement que la surface de l'hystérésis correspond à l'énergie dissipée par un hystérésis. Donc quand on fait tout le cycle complet, les transformations irréversibles dégagent de l'énergie qui se retrouve, on va parler d'éclatement, mais ça c'est minime, l'essentiel se transforme surtout sous forme de chaleur. Donc dans des machines magnétiques, comme des moteurs, des dynamos, des alternateurs, cette dissipation et cet échauffement peuvent être gênants. On a déjà des échauffements dans les machines tournantes dus au courant de Foucault. Les champs magnétiques induisent des courants dans les métaux, et ça provoque donc, à cause de la résistance électrique de ces métaux, ça provoque un échauffement. Les courants de Foucault, on les limite, d'une part, pour les matériaux non magnétiques, on utilise du fer doux, et on utilise des métaux feuilletés, ce qui empêche le courant de circuler librement à l'intérieur du matériau. Mais il reste ce phénomène pour la partie magnétique, pour les noyaux des électroaimants, il reste le phénomène d'hystérésis qui peut fortement chauffer, donc on préfère utiliser des matériaux avec un faible hystérésis. Alors justement, à quoi c'est lié? Cet hystérésis est dû au caractère irréversible ici, et lui-même est dû au fait qu'il y a des directions privilégiées d'aimantation dans le cristal, des directions d'aimantation facile. Il est donc dû à l'anisotropie. Et à basse température, loin de la température critique, évidemment, quand on a des aimants ou des électroaimants, on travaille loin de la température critique, température de Curie, parce que si on était au-delà, il n'y aurait plus d'aimantation. Donc, on travaille
loin de la température de Curie, et donc l'anisotropie peut être relativement forte. Et donc on va utiliser des structures cristallines et des matériaux, des substances, ayant le moins d'anisotropie possible. Le nickel, par exemple, on l'a dit, a un coefficient de 5,10 exposant 3, moins 5,10 exposant 3, le fer, 5,10 exposant 4. Le nickel est donc meilleur de ce point de vue-là. Et il existe bien d'autres substances encore meilleures. On peut même combiner les substances de façon à avoir des coefficients K1 qui sont les plus faibles possibles. Quand l'anisotropie est faible, l'hystérésis est très mince et la dissipation d'énergie très faible lors d'un cycle. Au contraire, quand l'anisotropie est forte, le cycle est très large. Voilà pour le ferromagnétisme dans des matériaux macroscopiques réels, tels qu'on constate en réalité ou en laboratoire. Dans la prochaine vidéo, nous quittons le ferromagnétisme et nous allons aborder brièvement les autres formes de magnétisme. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'antiferromagnétisme. Je vous remercie.